Monsieur Boulanger. Bonjour. Aulnay-Cap est très heureux de vous accueillir parce que vous êtes une personne extrêmement impliquée à Aulnay depuis des années. Vous êtes connu comme le président de CAPAD, ce n'est plus un secret pour personne, depuis plus de 20 ans, mais pas seulement parce que vous vous impliquez dans les conseils de quartier, au CESE, au conseil citoyen, à voisins vigilants, et puis vous défendez ce que vous nommez la démocratie représentative, participative citoyenne en quelque sorte. Hein. J'ai bien cerné à peu près, il ne manque rien. Bon. Et puis je constate que vous êtes particulièrement intéressé par l'ouverture à tout ce qui entoure la ville d'Aulnay. C'est-à-dire qu'il y a la ville d'Aulnay, bien sûr, tout ce qui intéresse les citoyens de la ville d'Aulnay, mais on ne peut pas rester fermé sur nous-mêmes, et donc il faut aussi qu'on s'ouvre et qu'on collabore avec Paris Terre d'Envol, avec le Grand Roissy, avec le Bourget, vous m'interrompez si je dis des bêtises, et également le Conseil général du 93 et le Conseil régional d'Île-de-France. Voilà. Ça résume bien un petit peu l'ensemble de votre mobilisation pour les citoyens à la fois d'Aulnay mais de Paris Terre d'Envol. Et ça peut amener à penser, à réfléchir à ce que peut-être l'expression de la démocratie participative dans toutes ces instances, dans toutes ces collectivités où on a assez peu d'écho et assez peu la possibilité de s'exprimer, ce qui reste dommageable et qui reste à construire de façon à bien prendre en considération assurément qu'on n'est pas la démocratie représentative, mais que pour autant, pour être dans la démocratie participative, être à minimum écouté, pour ne pas dire entendu. Ouais. Je suis tout à fait d'accord, et d'ailleurs on sent bien ce mouvement-là, aussi bien sur le plan local que sur le plan national, puisque partout en France se créent des listes dites citoyennes participatives, et à Aulnay, il y a donc Aulnay en commun qui tente de mettre ça en place, mais je constate aussi que Benjamin Jamy le fait d'une autre manière, bon, en empruntant les codes de la politique traditionnelle, puisqu'il s'affiche tête de liste, ce que ne veut pas Aulnay en commun, mais finalement quand on lit son programme, on se rend compte qu'il y a des choses défendues qui sont des chevaux de bataille aussi de la liste Aulnay en commun. Donc finalement, hein, on pourrait dire que toutes ces listes différentes, elles ont pas mal de points communs, on ne sait plus trop qui identifier, comment, qu'est-ce que vous en pensez? Dans ces listes, effectivement, elles ont beaucoup de points communs, et c'est normal parce que les compétences et les attentes de nos concitoyens restent les mêmes, quelque part. Pour autant, et pour reparler de démocratie participative et de la démocratie en général, ça amène, comme je l'ai dit aux journalistes du Parisien, à ce que tout un chacun, dans une équipe municipale, on considère bien son équipe aussi, et qu'on ne fasse pas comme il l'a trop fait de mon point de vue, à savoir de se positionner en Jupiter et d'être, je dirais, le décideur de tout le monde. On se doit d'être un peu plus humble et puis d'être un peu plus participatif, même avec son équipe. Oui, même avec son équipe, et avoir également du respect pour l'opposition qui représente une frange de la population. C'est vrai que là, sur les deux derniers mandats, on a eu vraiment un échantillon significatif d'un manque terrible d'écoute et de démocratie. Je confirme parce que c'est ce qu'on entend sur les marchés quand on discute et échange avec les gens. Est-ce que du coup vous pourriez parler de vous là où vous en êtes, puisqu'un être humain n'est pas monolithique et n'est pas gravé dans le marbre, c'est-à-dire qu'il a sa vie entière pour évoluer, qu'on a le droit aussi de changer d'avis, qu'on a le droit d'évoluer, en bien, en mal, ça c'est à chacun de juger, mais d'évoluer aussi dans ses opinions, dans son parcours, dans sa façon de penser, etc. Et je dirais pour moi que c'est quand même une preuve d'intelligence, parce que celui qui ne change pas, on se demande s'il est vraiment ouvert aux autres et à la différence et au changement. Assurément, j'ai un parcours associatif que j'ai eu aussi bien dans ma vie professionnelle que je ne l'ai encore dans ma vie de retraité. Dans ma vie professionnelle, je me suis retrouvé
à présider une association qui m'a valu de recevoir les palmes académiques, quelque part, on va dire quelque part ce n'est pas rien. Et oui. Pour moi, ça représente le symbole de ce qu'était déjà à l'époque mon engagement associatif et ce qui continue à être dans ma vie de retraité et compte tenu de la disponibilité qui est la mienne aujourd'hui. Ouais. Mais donc je ne pourrais plus le passer. De toute façon, bon, vous êtes une personnalité locale tout à fait connue pour tous ces engagements, même si parfois certains ne sont pas toujours d'accord, etc. Mais moi je trouve que c'est quelque chose de très respectable et on a besoin de personnes comme vous. Qui utilisez votre capacité à mettre en mots, à exposer des problèmes. Ça aide beaucoup de gens qui, eux, ont des choses à dire mais ne savent pas toujours comment le dire. Donc, à ce titre-là, soyez remerciés, vraiment. Je n'ai rien à rajouter. Voilà. Donc, aujourd'hui, à l'aube du premier tour des élections municipales 2020, hein, c'est très proche, est-ce que vous soutenez en particulier un des candidats ou que finalement, pour le moment, ça va dépendre un petit peu de ce que chaque liste propose de faire, en quelque sorte? Il se trouve que j'ai une réflexion que j'estime très aboutie de ce que devraient prendre toutes les listes en considération, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, et donc ce que je soutiens le plus, c'est ceux auxquels je pense, et qui devraient être prises en considération et par tout le monde ou par une liste que par définition je soutiendrai si elle reprend en totalité la réflexion qui est la mienne. Et en l'occurrence, c'est pour parler peut-être tout de suite après sur ce que peut être l'impact et l'intérêt du travail de notre collectivité qui s'appelle Paritaire d'Envol, et bien au-delà de ce que pourrait être demain l'impact de deux territoires qui peuvent apporter beaucoup à nos concitoyens qui, pour beaucoup aussi, recherchent du travail. Je pense principalement donc à PSA et l'autre côté de la Nationale 1 sur le département du 95, à ce qui pourrait être aménagé sur le triangle de Gonesse. D'accord. Alors en fait, moi ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que pour le moment, il semble qu'aucune liste qui brigue un mandat en mairie ne se soit vraiment prononcée sur ce qu'on pourrait faire dans le cadre de l'intercommunalité en quelque sorte. Est-ce que j'ai bien compris? Aucune. Voilà. Donc là, on va dire, puisque on est en vidéo, on lance un appel à toutes les listes pour qu'elles se prononcent, qu'elles prennent position sur ce qu'elles envisagent de faire par rapport à l'intercommunalité, par rapport à Paris, terre d'envol. Tout à fait. Bon, voilà, comme ça au moins c'est clair. Pour que les choses soient tout autant claires, il faut savoir que dans Paris Terre d'Envol, vous avez quelques compétences qui ne sont plus communales, comme le PLU et la circulation, et demain, il pourrait y avoir d'autres compétences qui mériteraient, de mon point de vue, d'être aussi intercommunales que peut l'être le sport et la culture. Mais pour l'instant, on reste dans des égoïsmes, on va dire, communaux, quelque part, qui amènent, à la limite, et c'est très osé ce que je vais dire, à comparer ce qui est aujourd'hui la vision des Britanniques par rapport au Brexit, c'est de penser qu'ils vont mieux s'en sortir tout seuls que dans une communauté. Je pense que, effectivement, je suis pro-européen par rapport à cela, et à penser qu'il vaut mieux être tous ensemble, de façon à ce qu'ensemble, on fasse travailler ce territoire-là au bénéfice des gens qui y habitent. Qui y habitent, d'accord. Selon vous, puisque vous êtes quand même aulnésien de très longue date, donc vous avez un possible... Oui. De toujours. Ben voilà, donc c'est bien ce que je dis, donc vous êtes né à Aulnay finalement. J'ai fait 20 mètres entre l'endroit où je suis né, dans le pavillon de ma mère, et puis le pavillon que j'ai construit à côté du pavillon de ma mère. Parce que justement ce que je regrette, moi, c'est qu'on ne peut plus naître à Aulnay. Moi j'ai regretté que mes enfants, mon fils est né à Villepinte et ma fille à Paris, parce qu'il n'y a plus de maternité à Aulnay, et ça je trouve ça dommage. Mais bon, c'est juste une aparté. Et donc justement, puisque vous êtes vraiment aulnaysien né, vous avez connu tous les maires au cours de votre vie. Selon vous, quel serait le maire qui a été le meilleur maire pour la ville? Et pourquoi, s'il y en a un?
Alors je vais éviter de porter un jugement de valeur, mais celui qui me paraît le plus emblématique, c'est Robert Ballanger. Par l'image qu'il a donnée à notre ville, le parc Ballanger ou l'hôpital Ballanger, ce n'est pas rien dans l'image que ce maire a apporté précisément à notre ville. Et puis de surcroît, pour la mémoire que j'ai de son mandat, c'était des mandats qui étaient quand même extrêmement positifs. Donc si j'ai à sortir un maire du lot, ça serait bien lui. Oui. Alors, je suis heureuse d'entendre ça parce que j'ai entendu d'anciens croiser sur les marchés en dire énormément de bien et en conserver presque un souvenir avec une pointe de regret au sens où ils auraient aimé à la suite avoir des maires de la trempe de M. Ballanger. Donc c'est un hommage, je pense, qui est partagé par beaucoup de personnes. Et du coup, puisqu'on parle d'un maire qui laisse des bons souvenirs aux Aunésiens, est-ce que vous diriez qu'il y a des maires qui laisseront des traces pas forcément agréables dans les mémoires, selon vous? Voilà. Disons qu'après, c'est des problèmes personnels. Ouais. Oui, quand on est confronté... Quand on est confronté, j'étais candidat sur la liste de Gérard Ségura, et l'homme qu'il a été au-delà de son engagement politique était extrêmement désastreux, et extrêmement désastreux à mon encontre personnel, et donc je ne peux pas en garder un bon souvenir, bien au contraire. Oui. Et vous savez, je vous rassure, il a été désastreux à l'égard d'autres personnes, j'en suis une. Voilà, je n'ai pas honte de le dire. Est-ce qu'il y aurait d'autres raisons qui feraient qu'il y a d'autres maires également qui ne vous laissent pas non plus un très bon souvenir? Si je rebondissais sur des procès que j'ai eus avec Jean-Claude Abriou, je pourrais dire qu'effectivement, je n'ai pas gardé un bon personnage de l'homme et de sa gestion communale qui l'amenait à faire sortir de l'argent d'un certain nombre d'associations financées par la ville pour des financements, entre autres, de sa directrice de cabinet de l'époque. Bon, ceci étant, ça a été jugé, j'ai payé beaucoup de ma poche, et donc j'en rajouterai pas. Ben oui, mais du coup, il semble que la justice n'ait pas vraiment rendu justice dans ce cas, parce qu'apparemment, vous avez dénoncé des faits de corruption, c'est bien le mot, non? Ou on peut dire que c'est de la corruption quand même, c'est abus de biens sociaux, détournement d'argent, non? Comment ça se qualifie? Il y a bien des noms pour ça. Il y a surtout la situation que ça crée, c'est qu'on n'a pas les mêmes moyens quand on est un particulier et qu'on est maire d'une ville pour se défendre. J'ai été attaqué et j'ai été laminé. Voilà. Oui, alors je pense que le lectorat peut comprendre parce que nous avons quand même une situation similaire à l'heure actuelle avec le maire Bruno Béchiza qui en est, je crois, à son 17e procès avec les deniers du contribuable et pour des procès qui sont jugés, ressentis bâillons, c'est-à-dire pour faire taire tous ceux qui, dans la sphère publique, s'opposent ou expriment des points de vue différents, etc. Et donc, c'est vrai que les méthodes Béchiza vont rester dans les annales et laisser de très très mauvais souvenirs. Je pense que c'est important que le lectorat et même les citoyens de la société civile sachent que il y a une grande partie de l'argent qui est siphonné littéralement dans des procès bâillons. Et il y en avait encore un qui se déroulait hier en appel contre son opposition et contre le directeur du blog Olnecap. On attend, je crois, le délibéré de justice le 27 février. Voilà. Mais il est important que les futurs électeurs sachent que tout cet argent englouti dans ces procès fort coûteux aurait pu être investi dans dans les services publics. Le CMES est moribond, il n'y a quasiment plus rien pour se soigner à Aulnay. Les cantines ont augmenté et tous les services publics, les tarifs des services publics ont augmenté parce que c'est l'usager qui paye, au lieu que ce soit une plus juste répartition, une forme de solidarité qui fait que ceux qui gagnent un peu plus payent un peu pour ceux qui gagnent beaucoup moins. Voilà, bon, c'est un choix politique, on est d'accord ou pas? Vous avez peut-être, je sens que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que j'exprime. Ben oui, parce que
ça fait pas tout à fait une question, mais ça apporte une forme de réponse malgré tout, ou de commentaire. Concernant ces procès, effectivement, pour moi, vu avec du recul, pour ne pas dire trop de recul, on est à une époque avec les réseaux sociaux, je dirais, on agonise un petit peu, on peut dire tout et n'importe quoi. Enfin, ce n'est pas tout à fait la situation réelle et juridique qui peut être en place, et ce qui peut expliquer effectivement de temps en temps des métropoles. Je ne juge pas du cas particulier que vous m'avez cité, mais la sensation extérieure que j'ai, c'est quand même quelque part bien celle-là. Quant à l'argent public, il y va de la façon dont on gère une ville et de la façon dont, on va dire, la dette peut augmenter. Par comparaison d'une ville comme Tremblay-les-Gonesse, qui est Tremblay en France, c'est plus les Gonesse, se trouve à avoir une dette de 0 par rapport à ce qu'est la ville d'Aulnay, ça tend à prouver que c'est une ville qui a la chance de pouvoir plus se préoccuper de l'arrivée d'entreprises et donc de rentrée d'argent que ne peut le faire la ville d'Aulnay avec le PLU. Donc le PLU, qui est une délégation intercommunale aujourd'hui, se doit d'être intercommunale et applicable à toutes les villes, dont la ville de Tremblay en France. Ce qui n'est aujourd'hui pas le cas, parce que le maire s'en délie totalement, et chacun aurait l'impression de pouvoir continuer à faire ce qu'il veut. C'est pas normal, et aujourd'hui, et par rapport, je reviens à la préoccupation qu'on se doit d'avoir sur le chômage, et le taux de chômage dans notre ville, dans notre département, voire dans le département d'à côté, ça tend à prouver qu'il y a beaucoup de choses à faire, et c'est maintenant qu'il faut les faire. Oui, c'est vrai que je crois que la Chambre régionale des comptes a souligné que le taux de chômage était pas loin de 20% à Aulnay. Oui. Voilà. Et il y a aussi des gens qui sont considérés pas dans les chômeurs, mais sans activité. Oui, bien sûr. Donc c'est sûr que ça ne produit pas d'argent. Hein. Donc voilà, la richesse d'une ville aussi, c'est ses emplois et la richesse qu'on produit par son travail. Vous me parliez de l'histoire que je peux connaître du nord-est parisien. Il faut se rappeler de ce qu'a été la création du 93, par De Gaulle quelque part. Nous étions dans un département qui s'appelait à l'époque la Seine-et-Oise, et qui était le nord-est parisien, la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, c'était l'endroit imaginé pour y mettre les usines, les ouvriers, et puis de mettre tout cela à l'est de Paris, parce que les vents porteurs vont d'ouest en est, grosso modo, avec les pollutions que nous produisions sur notre territoire. Il fallait que ça aille sur les ouvriers plutôt que sur les bourgeois. Ça ne revenait pas sur le 92 pour parler des bourgeois auxquels vous faites allusion. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, tout est à refaire. L'industrie périclite, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas imaginer autre chose, et tout reste à faire aujourd'hui. C'est imaginé sur PSA. Est-ce que le projet il vaut d'être maintenu en l'état? Ça sera à vérifier quand on verra quel est le projet prévu par le gouvernement sur le triangle de Gonesse, qui est de l'autre côté de la Nationale 1. D'accord. Effectivement. Alors, vous avez eu l'opportunité de pouvoir vous exprimer sur Europa City, je crois à BFM TV, quand tout d'un coup on a appris que finalement le gouvernement renonçait à ce projet-là. Il y a beaucoup de personnes évidemment qui se sont réjouies parce qu'elles se sont battues aussi pour éviter de bétonner comme ça à tout va des terres agricoles, dont il semble que ce soit les meilleures d'Europe, parce qu'elles ont des limons sur un certain nombre de mètres qu'il n'y a pas ailleurs, que l'avantage de ces terres, c'est qu'elles ont une humidité constante qui évite les arrosages, puisque l'eau est précieuse aussi, que les vents qui arrivent grâce à cette humidité permettent d'amener 2 degrés moins dans les cas de canicule sur l'environnement immédiat, sur les villes qui entourent. Bon, c'est ce que j'ai cru comprendre et entendre. Vous, que pensez-vous de tout ça? Qu'avez-vous à dire par rapport à tout ça? Pour commencer, dire que je suis un écologiste de raison et non pas de cœur. Donc ça n'a rien de spontané, mon appréciation de ce que doit être notre futur et l'écologie telle qu'on doit la mener au quotidien. Quand on parle du maintien de ces terres agricoles,
on pourrait tout de suite faire allusion à ce qu'est la proposition des écologistes d'un projet Karma, qui est donc le maintien des terres agricoles et de la production, on va dire, agricole de proximité. Aujourd'hui, par rapport au taux de chômage et par rapport à ce qui a été annoncé par le CPTG en termes de création d'emplois, le nombre d'emplois créés dans le projet Karma est ridicule, bas. Et aujourd'hui, dans la préoccupation première des Français, la préoccupation première des Français, c'est l'emploi, le deuxième, c'est le pouvoir d'achat, et le 4 ou 5e, c'est l'écologie. Il faut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un côté, par rapport au fait d'avoir des réserves foncières, de ce que peut être le chômage, sans imaginer quand des territoires se libèrent, et comme il faut penser à un projet alternatif au projet d'Europa City, de regarder ce que sur ce territoire, voire en concordance avec le projet de PSA, ce qui pourrait être de créer au mieux pour les habitants du territoire, de façon à ce que nos taux de chômage baissent de façon significative. Oui, et j'y reviens par rapport à l'explication, on va dire, écologiste. Après, le tout, c'est de regarder qu'est-ce qui est préférable. C'est de l'emploi de proximité ou de l'agriculture de proximité. Si on fait de l'agriculture de proximité, ça veut dire que l'emploi que l'on peut imaginer de créer n'est plus de proximité. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, sans emploi, pour aller travailler, eh ben, il faudra qu'ils prennent leur voiture et qu'ils aillent très loin. Aujourd'hui, à tout bien regarder le bilan écologique de la production agricole de proximité, au niveau de la pollution et tout ça. Je crois, et j'affirme, je pense qu'il est préférable de l'emploi de proximité. Alors, justement, vous avez un peu couplé les terres de Gonesse et puis vous avez également parlé des surfaces qu'il y a à PSA. Bon, moi, du coup, ça me fait émettre l'idée que oui, peut-être qu'on pourrait créer plutôt des emplois sur PSA. Pourquoi? Parce que les terres de PSA, je pense qu'elles sont un peu polluées, plutôt que d'y mettre des logements, etc. Et de garder quand même, de conserver les terres de Gonesse à proximité. C'est vrai que peut-être vous estimez que le projet Karma produit insuffisamment d'emplois, parce que dans le projet Karma, il y a l'idée aussi de créer une école et une agriculture donc urbaine qui recréerait des emplois, peut-être pas autant d'emplois que ce que vous verriez sous une autre forme. Mais vous ne croyez pas que... est-ce que ça ne serait pas possible de concilier les enjeux écologiques, les enjeux alimentaires aussi pour l'Île-de-France, avec le besoin d'emploi de proximité? Moi, je verrais... je dis peut-être une bêtise, mais moi je verrais davantage mettre le maximum d'emplois sur les terres de PSA, créer vraiment un pôle d'emploi sur les terres de PSA qui sont des terres polluées parce qu'il y a eu des voitures, voilà, et puis ça a été bétonné, et puis bon, on ne sait pas trop en dessous ce qu'il y a, plutôt que d'aller bétonner les terres de Gonesse. Donc peut-être que moi j'opterais pour qu'on essaie de tout concilier, parce que là en fait on se fait rattraper hein, sur le plan climatique, sur le plan, on voit bien qu'il y a des catastrophes partout, des incendies à des endroits, des inondations à d'autres, des typhons en veux-tu, en voilà partout, des tsunamis et tout. Je veux dire, on voit bien que ça s'emballe. On voit bien que ce sont les activités humaines et qu'il va falloir vraiment changer radicalement de mode de vie et qu'il va falloir que ça commence par chacun d'entre nous. Pas considérer que c'est les autres qui doivent faire, c'est nous à partir de nous. Donc c'est vrai que là, on a ce fameux problème à se poser. Donc c'est bien que vous le posiez. En tous les cas, je me dis, bah oui, il y a les terres de Gonesse et puis il y a PSA. Moi, je préférerais qu'on utilise PSA pour faire des pôles, des pôles de travail, des pôles où on permet aux gens de la région de pouvoir avoir un emploi au lieu d'être au chômage et de créer de la richesse en travaillant. Bon, comme c'est moi que vous interviewez, oui. Je vais vous redire voilà, ce que oui, ça m'intéresse. Oui. Par rapport à cela, parce qu'on parle bien d'écologie dans les deux cas de figure. Oui. On parle de production alimentaire de proximité ou des emplois de proximité. Lorsqu'on aura tous les projets qui sont prévus, et dans quelques mois au demeurant, puisque Rolf Tanguy, le responsable du gouvernement, est déjà à travailler avec la CCI 95 sur les projets qu'il pourrait y avoir sur le triangle de Gonesse, il faut voir absolument, pour éviter tout nouveau Europa City, à ce que ces projets sur le triangle de Gonesse soient complémentaires de PSA et réciproquement. Donc,
est-ce que les terrains sont trop grands? Est-ce qu'il y a encore de la place pour l'agriculture de proximité? Ben, à la limite, si l'agriculture de proximité, on ne peut pas la faire tout à fait ici, on la fera un peu plus haut. Mais je pense qu'écologiquement parlant, la priorité des priorités, c'est de l'emploi de proximité, c'est ça qui pollue le moins la planète. Oui, pour éviter que les gens aillent travailler très loin. Ce qui a été mon cas, parce que j'habitais Aulnay, et j'ai été rattachée à une collectivité pendant 25 ans, je travaillais dans le Loiret, et c'est vrai que je trouve absurde de ne pas pouvoir travailler plus près, ça engendre des tas de problèmes, mais entre autres une vie disloquée pour toute la famille, parce que c'est pas évident d'aller très loin et puis de rentrer très tard et de ne pas avoir ses enfants parce qu'on rentre trop tard et d'être obligé d'employer quelqu'un, c'est pas économique. Tout ça, les politiques n'y pensent pas ou ne veulent pas le voir, pas toujours. Oui, enfin, bon. Bah, ça dépend, Voilà. ils peuvent avoir le bon réflexe, ils peuvent aussi nous écouter, et en l'occurrence, aujourd'hui, je serais très ouvert à leur faire prendre en considération ce qui a été pris, ou ce qui a été fait dans le 92 avec le site de la Défense, et de ce que le site de la Défense a apporté aux habitants du 92, et même aujourd'hui à ceux du 78. Donc je suis dans une forme de transfert de réflexion pour faire en sorte qu'effectivement, ce qui peut se faire dans le nord-est parisien soit, sur le plan de l'emploi, tout à fait bénéfique aux gens du territoire. Et puis ça sera sur l'économie, parce que ces gens nouveaux qui étaient au chômage hier, qui aujourd'hui travaillent, et puis demain peut-être ont un pouvoir d'achat qui augmente, c'est aussi de la c'est un cercle, on va dire, économique qui peut bénéficier au territoire, et à la limite, ça reste à étudier et à bien regarder avant tout. Mais c'est bien parce que ça pose des problèmes, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des enjeux et que là, dans la prochaine mandature, il faut que ces enjeux-là soient bien posés sur la table et qu'il y ait des choix pesés, mesurés, etc. Donc, à ce titre-là, je trouve que votre réflexion est intéressante et qu'il va falloir la déposer également sur la table avec les autres. Tout à l'heure, on parlait un peu de démocratie. Oui. Il existe deux intercommunalités, Paritaire d'Envol et celle présidée par Patrick Renaud, l'autre côté dans le 95, qui sont regroupées dans une collectivité qui ne dit pas son nom et dans laquelle la démocratie participative ne fonctionne pas, qui s'appelle le Grand Roissy-le-Bourget. Ah oui. Il y a j'ai le document qui prouve à ce que nos deux communautés de collectivités travaillent ensemble pour essayer d'imaginer le meilleur pour les gens du territoire. Mais, oui, de voir plus grand que simplement un petit territoire. Quoi, mais déjà, la préoccupation qui est la mienne, c'est qu'on ne soit pas du tout entendu et que la société civile ne soit pas partie prenante dans les réflexions qui sont amenées sur notre territoire. Alors c'est intéressant parce que moi, je l'ignorais. Donc là, vous m'apprenez quelque chose, vous voyez. On ne peut pas toujours... Donc, vous pouvez reformuler et redire. Donc, vous dites que c'est une autre forme d'association entre deux grands territoires, à savoir Paritaire d'Envol et Roissy, c'est ça. Et du coup, elle s'appelle comment cette entité? Le Grand Roissy-le-Bourget. Le Grand Roissy-le-Bourget. Donc ça aussi, c'est très important pour toutes les listes qui envisagent, qui briguent un mandat en mairie, de mettre dans leurs travaux de réflexion le travail avec cette entité-là. Et éventuellement d'y participer et d'être partie prenante. D'autant qu'il y a un critère aussi qui est l'horizon 2024 avec les Jeux Olympiques qu'il faut absolument regarder. Aujourd'hui, tous les Jeux Olympiques tous les concours, toutes les manifestations et même les gens se concentrent un petit peu sur le nord-est parisien, entre Saint-Ouen et pratiquement Aulnay qui avec sa piscine olympique sera une base arrière des Jeux Olympiques. Mais ça veut dire aussi que de ce territoire, c'est d'un côté avec Roissy, l'entrée de la France, du monde entier là, avec la capitale française à côté. Donc aujourd'hui, on est le deuxième aéroport européen, on a la capitale française et on a les Jeux Olympiques. C'est vraiment des choses à prendre une opportunité en considération à saisir. Pour faire en sorte que, contrairement aux Jeux Olympiques de Grèce, on ne se retrouve pas le lendemain des Jeux Olympiques à trouver qu'on a beaucoup dépensé et peu au profit des habitants du territoire. Oui, donc ça se réfléchit avant, donc, ça se pense avant. Et on a 4 ans pour le faire, pas un mois de plus. Voilà. Est-ce que vous avez un point de vue à donner sur le parking de la place à Brioude et à propos du projet immobilier qui y a été associé?
à part de se poser des questions sur ce que peut être le parking à Brioude et les 2 niveaux de parking qu'il y a en sous-sol, c'est d'avoir une vision complète de ce que peut être effectivement le niveau de la nappe phréatique et des problèmes qu'il peut y avoir. Que ça soit un endroit qu'on ait voulu reconstruire pour en faire un lieu avec un certain dynamisme commercial, économique et puis avec une attractivité pour les habitants du territoire, là je serais pour. Mais à contrario, les histoires de stock, malheureusement aujourd'hui la maire de Paris veut supprimer toutes les places de parking dans Paris. Aujourd'hui on n'est pas arrivé à cette situation-là à Aulnay, et des endroits de cette nature, si on veut y aller, il faut trouver à se garer, si on veut qu'économiquement parlant, ce que l'on a construit soit rentabilisé. Aujourd'hui on n'en est pas là, donc j'ai une petite réserve, mais je trouve plutôt le projet positif. D'accord. Est-ce que vous avez un avis sur la piscine olympique? Alors, et sur son coût? Alors, j'ai un avis sur la piscine olympique par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, au regard du fait que c'est une piscine olympique qui va servir de base arrière des Jeux olympiques. Mais plus que cela, je reviens à ce que ce doit d'être notre ville dans son intercommunalité et qui devrait avoir la compétence sport. Aujourd'hui, on va avoir une piscine olympique, ça va être la seule piscine olympique du département. Aujourd'hui, ce n'est pas une pataugeoire, ce n'est pas là qu'on apprend à nager, c'est là que les clubs de haut niveau viennent s'entraîner, viennent concourir et viennent apporter une certaine image au territoire et à notre ville en particulier. C'est ça qu'il faut savoir préserver et ça ne l'est pas toujours. Et la comparaison que je vais finir par avoir pour vendre l'idée que la compétence sport, ça devrait être intercommunal, j'ai eu au début du mandat de Ségura, au début du mandat de Béchiza et un peu avant sous le mandat de Ségura, à me battre pour faire en sorte que notre vélodrome, le seul qui existe dans le département, soit aussi un outil ouvert à tous les clubs de vélo du département, de façon à ce que cet outil soit un outil intercommunal. Ça ne l'est toujours pas. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a des choses dans le sport, ce dont je parle, mais aussi après dans la culture, soit des choses qui entraînent une vision et puis une aura qui soit totalement modifiée grâce à ces outils, à ces événements que l'on peut créer sur ce territoire-là. Et dans ce domaine, tout reste à faire de façon intercommunale.